Bonsoir à tous. Alors nous allons consacrer ce deuxième plateau à la question des migrants, ou plus exactement à la manière dont la gauche, les gauches françaises parlent aujourd'hui des immigrés, des réfugiés, des exilés, chacune avec ses mots, sachant qu'à l'évidence, ce sujet aura une part importante dans la campagne qui s'annonce des européennes, sachant qu'il dévise déjà à gauche, et parce que Mediapart se mêle de tout ce qui intéresse la gauche, nous avons publié ce matin un manifeste avec nos confrères de Regard et de Politis, manifeste qui s'intitule « Pour l'accueil des migrants », qui est signé par des intellectuels, des artistes, des associatifs, et qui, pour le résumer vraiment à grands traits, rappelle quelques évidences sur les migrants qui n'en sont plus toujours. Donc évidemment que les migrants ne doivent pas servir de bouc émissaire, que la liberté de circuler est un droit fondamental, et texte qui suggère que peut-être une partie de la gauche gagnerait aujourd'hui à s'en souvenir. Alors parmi les signataires, vous verrez, il y a des noms tels que Thomas Piketty, Ariane Ascaride, Cédric Héroux, Annie Ernaux, Patrick Chamoiseau et j'en passe. Et vous pouvez vous-même signer ce manifeste. On le trouve sur le site change.org. Je crois que les compteurs en sont ce soir à peu près à 6000 signatures. Alors pour parler de ce sujet, nous accueillons ce soir d'abord François Héran. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes démographe, vous avez dirigé l'Institut l'INED, l'Institut des études démographiques, et aujourd'hui vous êtes professeur au Collège de France en charge de la chaire nouvellement créée, Migration et Société. C'est ça. Merci d'être là. Et puis bonsoir Violaine Carrère. Bonsoir. Vous êtes juriste, membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, depuis, vous me le disiez tout à l'heure, à peu près 25 ans. Ce qui fait que vous avez un poste d'observation très intéressant pour nous dire comment la gauche a évolué sur ce sujet, les permanences, les ruptures, peut-être les trahisons, vous allez nous dire. Et puis Romaric Gaudin, bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu es journaliste à Mediapart, et si tu es sur le plateau ce soir, c'est parce que tu as publié ce matin une enquête passionnante sur cette question difficile. Existe-t-il, oui ou non, une corrélation entre l'arrivée de migrants sur un territoire donné et le niveau des salaires? En clair, existe-t-il une forme de dumping salarial dont les migrants, même à leur corps défendant, seraient responsables? Alors, peut-être pour commencer, parce que comment ne pas en parler, une question sur l'Aquarius, qui nous a beaucoup occupés ces derniers jours. Vous le savez tous, l'Aquarius, à nouveau, était bloqué en mer Méditerranée, avec cette fois 58 rescapés à son bord, et toujours l'interdiction d'accoster en Italie, interdiction d'accoster à Malte, et le gouvernement français qui n'a pas souhaité lui proposer de venir débarquer les rescapés à Marseille. François Héran, a-t-il bien fait, le gouvernement français ? Mais je voudrais simplement ramener l'attention sur les ordres de grandeur. Oui. 58, nous délivrons chaque année des titres de séjour à des non-européens. À peu près 250 000 maintenant par an. Pendant longtemps, c'était 200 000. Voilà. Donc, il y a un effet de zoom, de loupe absolument extraordinaire sur ce mini-événement, je dirais. Là, je parle vraiment du point de vue du démographe. Oui. Mais il y a une autre approche qu'on peut faire, c'est que quand on regarde, on dresse le bilan de l'accueil des demandeurs d'asile en 2015, 2016, 2017, donc les grandes années de l'afflux le plus important, et qu'on regarde à combien de demandeurs d'asile nous avons accordé une protection, en additionnant la Convention de Genève, la protection subsidiaire, la première instance, la seconde instance, ce sont des données d'Eurostat. Les pays européens se sont engagés à délivrer chaque trimestre des données extrêmement précises là-dessus, et qu'on rapporte ça par million d'habitants. Eh bien, nous sommes au 16e rang en Europe en 2016, au 13e rang en Europe en 2017, nous la France. La France occupe un rang très très médiocre, même pas la moitié de la moyenne européenne. Nous sommes un pays très très peu généreux en matière de protection accordée aux demandeurs d'asile. Les premiers, c'est les Suédois, 7000 protections accordées pour 1 million d'habitants, les Allemands, 5000 et quelques, les Autrichiens, etc. Et nous, c'est 450. Vous vous rendez compte les différences? Donc nous sommes
Alors, les Britanniques font pire que nous, parce qu'ils sont très loin du théâtre des opérations et qui profitent évidemment de leur éloignement. Et puis, il y a tous les pays du bloc communiste qui, eux, n'accueillent quasiment personne. Pas seulement la Hongrie, hein, mais tout le reste. Des pays baltes jusqu'à la Slovénie, c'est à peu près la même chose. Mais est-ce que ce rappel devrait nous conduire à ouvrir les ports français aux navires humanitaires? Nous serions, si vous voulez, il y a tout le problème. On allègue souvent la question de la capacité d'accueil. Quand je rapporte le nombre des protections à la population du pays, de cette manière, je tiens compte de la capacité d'accueil. Évidemment, un grand pays a plus de facilité pour accueillir le même nombre de migrants qu'un petit pays. Bon. Mais nous sommes dépassés par la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, enfin toute une série de pays dont personne ne peut dire qu'ils auraient une capacité d'accueil supérieure à nous. C'est vrai qu'au sommet du tableau, des pays très riches, comme la Suisse, fait déjà beaucoup mieux que nous. Malgré tous les référendums et les votations très négatives sur l'immigration, la Suisse accorde beaucoup plus de protection que nous. La Norvège, etc. Mais indépendamment, on peut tenir compte du PIB, de la richesse nationale, même quand on tient compte de ça, quand on rapporte le nombre de protections que nous accordons à la fois à la population et à la richesse du pays, nous sommes toujours à peu près au 15e rang en Europe. Donc on n'a aucune leçon à donner, par exemple, à l'Italie, qui est à peu près au même niveau que nous. Elle fait passer les migrants et elle essaie de les faire passer à l'extérieur. Nous n'avons aucune leçon de générosité à donner, quoi. Donc 58 migrants dans ce tableau, vous voyez, ça ne représente pas grand-chose. Et je crois que la question essentielle, c'est de savoir pourquoi nous, la France, nous ne sommes même pas à la moitié de la moyenne européenne dans l'accueil, dans la protection accordée aux demandeurs d'asile. Yolande Carr, juste un mot sur l'Aquarius. C'est un sujet qui fait l'unanimité à gauche. Pour le coup, c'est assez rare maintenant sur ces sujets d'émigration, mais du NPA jusqu'au Parti socialiste, on a entendu ces derniers jours dire qu'il fallait accueillir l'Aquarius. C'est un consensus qui est quand même relativement nouveau parce que les histoires de mort en mer et de rescapés et de ce qu'on doit faire par rapport à ça n'ont pas toujours donné le même consensus. Si on se rapporte aux commentaires qui étaient faits de l'opération italienne Mare Nostrum, qui était une opération de sauvetage organisée par la nation italienne, l'État italien avec les forces de l'armée italienne, qui ont sauvé 162 000, je crois, personnes en un an, l'ensemble des États membres de l'Union européenne ont tapé sur l'Italie en disant que ce qu'elle faisait, c'était un appel d'air. Et on a par exemple un commentaire d'un homme de gauche, je ne sais pas, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a dit une phrase quand même assez mémorable, qui a consisté à dire que ces campements informels auxquels on assistait à Paris ou à Calais, eh bien, ils étaient quand même le résultat des sauvetages opérés par Mare Nostrum. Ce qui laisse un peu interdit parce qu'on se dit, que veut dire le ministre? Est-ce qu'il veut dire qu'il n'aurait pas fallu sauver ces personnes? Donc le consensus, il est quand même un peu récent, et l'histoire de l'Aquarius, c'est un feuilleton. Est-ce que la gauche se refait une morale à bon compte, un peu sur le... Enfin, en tout cas, là, je ne sais pas très bien pourquoi tout d'un coup, cet épisode-là de l'Aquarius, alors que les précédents n'ont pas donné lieu, je crois, à de tels commentaires, qu'il y avait eu d'autres fois où, à la fois, il y avait la Corse, la ville de Marseille et la ville de Sète, je crois, qui s'étaient prononcées en faveur de l'accueil de l'Aquarius. Macron a dit que ce n'était pas une question qui devait se régler au niveau des communes, et il n'y a pas eu de protestation considérable, me semble-t-il. Il me semble que lorsqu'il y a eu l'affaire du Lifeline, l'affaire du Diciotti, enfin tous les autres épisodes précédents, il n'y a pas eu non plus un concert pour dire il faudrait que la France accueille ces personnes. Donc on peut s'interroger sur pourquoi. Je n'ai pas d'hypothèse de réponse sur pourquoi maintenant. Alors François Héran, on va essayer de vous faire décrire la situation en chiffres précisément, les flux migratoires, combien arrivent en Europe, etc. Juste avant ça, je voudrais que vous regardiez un extrait vidéo. Il s'agit de l'entretien qu'Emmanuel Macron, en avril dernier, a accordé à Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Il nous parle à ce moment-là des flux migratoires vers l'Europe. Nous avons un phénomène migratoire qui est là et qui va durer. Il va durer parce qu'il y a des conflits géopolitiques, parce qu'il y a des situations climatiques, parce qu'il y a de la grande pauvreté qui s'est installée en Afrique, et une démographie africaine qui est là, et qui est une véritable bombe, il faut bien le dire. Votre collègue Stéphane Smith l'a formidablement décrit dans un livre récent. Et il se tourne vers l'Europe, majoritairement, parce que nous ne sommes pas une île, parce que l'Europe est là et a ce destin lié avec l'Afrique. Alors deux questions, François Héran. Une bombe démographique, est-ce que l'expression est juste? Et puis, deuxième question, il dit ces migrants se tournent majoritairement vers l'Europe.
C'est vrai, c'est faux? Alors, le thème de la bombe démographique, il est très ancien. Déjà dans les années 50-60, il y avait un grand livre de Paul Ehrlich sur la bombe démographique. Constamment, on utilise cette expression. Il y a incontestablement une croissance démographique très forte de l'Afrique, puisqu'on sait par les projections de l'ONU, et ça c'est assez solide, qu'en gros, il va y avoir un doublement, notamment de l'Afrique subsaharienne, qui va passer de 100 millions à 2 milliards 200 000, à peu près 200 millions. À échéance 2050? D'ici 2050, donc dans 35 ans, quoi. Ouais. C'est effectivement très fort, et c'est lié à une fécondité très forte, fécondité d'ailleurs qui n'est pas seulement celle des femmes, mais aussi celle des hommes, parce qu'on peut aussi maintenant, grâce à toute une série d'enquêtes, mesurer le taux de fécondité des hommes, et c'est très très élevé. Au Niger, on est à 14 enfants par homme. Hein. Donc ce n'est pas des choses qui vont disparaître comme ça facilement, c'est lié à la polygamie, à la domination masculine qui est très forte. Mais là où Emmanuel Macron se trompe, mais alors totalement, c'est lorsqu'il dit à cause de l'extrême pauvreté, il va y avoir une forte émigration. Mais c'est l'inverse. Toutes les analyses qui ont été faites, et notamment qu'on peut faire à partir de la grande banque de données mondiale des diasporas, établie par la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, enfin qui ne sont pas spécialement gauchistes, nous montre qu'en réalité, cette théorie implicite des vases communicants, l'idée qu'il y a un surnombre qui va se déverser en quelque sorte, que les hautes pressions démographiques vont se déverser sur les basses pressions démographiques. Combien de fois n'ai-je pas lu cette expression? Tout ça est faux. Les migrations, les pays les plus pauvres sont justement trop pauvres pour que l'émigration décolle vraiment. Les plus grands flux migratoires dans le monde, c'est des pays qui ont atteint des niveaux de développement moyens assez forts, comme le Mexique, la Turquie, l'Algérie, etc. Les Balkans, par exemple, tous les pays des Balkans, là il y a 22% de la population des Balkans ex-communistes qui vivent à l'étranger. L'Afrique subsaharienne, c'est même pas 3%. Et en réalité, quand il dit que l'essentiel de cette migration va aller en Europe, là encore, mais une erreur vraiment extrêmement, enfin une erreur radicale, parce qu'on constate que depuis pas mal d'années, c'était relativement stable, 70% à peu près de la migration subsaharienne va dans un autre pays de l'Afrique au sud du Sahara. Et donc, il y a 15% à peu près qui va en Europe, le reste se partagent entre les pays du Golfe et les États-Unis. Et récemment encore, alors on va voir comment va se passer la mise en œuvre, mais 27 pays d'Afrique ont signé un accord de libre circulation entre eux. Donc on n'a pas de raison de penser que la migration intra-africaine et intra-subsaharienne, si j'ose dire, devrait beaucoup changer. Je prends, alors, qu'est-ce que c'est que ces migrations? Vous avez par exemple 1,5 million de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, mais aussi pas mal d'Ivoiriens, parfois d'origine burkinabé, qui sont maintenant rentrés dans leur pays. Ça circule énormément. Le Nigeria attire beaucoup de monde, mais inversement, les Nigérians immigrent très peu à l'extérieur, parce qu'ils sont si nombreux que c'est l'immigration interne, en fait, qui se développe. Donc il faut qu'on ne peut pas, je ne comprends pas, et là vraiment pour moi c'est quelque chose d'accablant, je tiens à le dire, on ne peut pas, quand on détient les responsabilités d'Emmanuel Macron, parler à la légère d'un tel sujet sur lequel des quantités de recherches ont été faites. Pas celle de... C'est la responsabilité d'Emmanuel Macron. La responsabilité de la gauche face à ça, est-ce que la gauche rappelle suffisamment la réalité des chiffres? Est-ce qu'elle se laisse entraîner aussi sur ce terrain? Est-ce que ces préjugés diffusent aussi à gauche? Oui, les relations entre la gauche et l'immigration, il faut bien remettre ça dans une perspective un petit peu longue. Jusqu'en 73-74, il y avait une immigration de travail. Cette immigration de travail, elle a été interdite à partir de la crise du pétrole, la guerre du Kippour, 1973 en Allemagne, 1974 en France. Et depuis, il y a eu quelques années un peu de flottement. L'effet principal de cette interdiction de l'immigration de travail, vous savez, quand on stoppe les flux, on augmente les stocks. Et donc, en fait, les gens n'osaient plus repartir parce qu'ils n'avaient plus le droit de revenir. Et donc, en fait, c'est un paradoxe. Hein, c'est le résultat fondamental de l'interdiction de l'immigration de travail dans les années 70. En voulant arrêter l'afflux des migrants, on a augmenté le nombre de migrants vivant en France, et notamment le regroupement familial, etc. Alors, il y a eu l'arrêt Gisti, il y a eu, pendant ces quelques années-là, une découverte fondamentale qui a été faite un peu simultanément dans plusieurs pays, mais la France était relativement en avance. On a découvert qu'après l'interdiction de l'immigration de travail, que les immigrés étaient des sujets de droit.
et qu'ils étaient entourés d'un machin un peu bizarre qu'on appelle la famille, et qu'ils ont le droit de vivre en couple, d'épouser des étrangers, des étrangères, de faire venir ce conjoint. 60 000 personnes par an actuellement migrent au titre de cette migration matrimoniale, appelée par des Français, par des personnes d'origine française. Il y a aussi le droit des enfants à vivre avec leurs parents, ou les conjoints à rejoindre leurs conjoints, 50 000 personnes par an à peu près. Donc la gauche, au début, quand la migration était purement de travail, était quand même extrêmement réticente vis-à-vis de la concurrence qui était apportée par ces travailleurs étrangers. Mais à partir du moment où la migration de travail a été interrompue et c'est devenu essentiellement une question des droits, là, la gauche a beaucoup défendu l'application des droits de l'homme aux travailleurs étrangers qui voulaient faire venir leur famille. Avec la crise qui, évidemment, change l'importance des flux, revient l'idée de la concurrence entre migrants et natifs. Mais là, l'article de ce matin apporte des éléments. Violaine Carrère, sur la gauche face à ces questions, quelles évolutions vous avez notées ces derniers temps, peut-être même ces derniers mois, puisque ça discute beaucoup à gauche sur ces sujets. Qu'est-ce qui vous frappe, pardon ? Ce qui est frappant, peut-être, c'est qu'il y a plusieurs gauches, c'est-à-dire qu'il y a en effet une tradition de solidarité ouvrière, l'internationale socialiste, enfin, que sais-je, qui fait que les travailleurs sont censés être unis et se battre côte à côte, et donc c'est repris par un certain nombre de mouvements, et par exemple certains syndicats. C'est très frappant que des syndicats n'ont pas cessé, depuis les grands mouvements d'avril 2008 et l'année 2009 qui a suivi, la CGT, Solidaire et d'autres, ont soutenu les travailleurs sans papier dans leur revendication d'acquérir des droits. Ça renvoie à une déclaration qui vient justement d'être faite ce matin par Philippe Martinez, dans une tribune dans Le Monde qui est titrée « Ce n'est pas l'immigration qui crée du dumping social, c'est l'absence de droits ». Exactement. Donc il est sur cette position internationaliste forte traditionnelle à gauche. Et nette, exactement, qui consiste à dire, en fait, si les travailleurs sans papier avaient des droits, s'ils étaient de vrais sujets de droits, s'ils n'étaient pas sans papier et donc voués à la clandestinité et à l'exploitation, eh bien, on ne serait pas dans cette situation de dumping social. Parce qu'en fait, le dumping social, ce n'est pas de faire venir davantage de personnes, c'est de maintenir des personnes dans cette précarité qui fait évidemment, du coup, objectivement, alors je ne sais pas si ça provoque du dumping salarial, mais objectivement, il y a des gens qui aujourd'hui travaillent en France pour des salaires absolument minables dans un certain nombre de secteurs qui sont repérés, connus depuis très longtemps. On aura sans doute l'occasion d'en Mais à votre avis, pourquoi Philippe Martinez ressent le besoin de publier cette tribune dans Le Monde aujourd'hui ? C'est ça qui est très étonnant. Il ne le dit pas, mais à l'évidence, il s'adresse en partie à la gauche. Et il dit, par exemple, il était responsable, dans la période que nous vivons, de semer la confusion. Et on sent que là, il s'adresse à la gauche. Pourquoi ce besoin de... Mais ça peut être aussi un discours à usage interne. Parce qu'au sein même de la CGT aussi, il y a des divisions là-dessus. Absolument, il y a des divisions et le point de vue de Martinez n'est pas forcément unanimement partagé au sein même de la CGT. Mais pour moi, c'est vraiment aussi une question, de la même façon d'ailleurs que les réponses au questionnaire Mediapart Politis Regarde est très étonnant, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont mises en avant, qui ne l'étaient pas il y a simplement quelques mois ou années par les mêmes. Après, il y a des choses qui sont plus difficiles à analyser, parce que si on prend par exemple la France Insoumise, on assiste à une fluctuation des discours de la même personne. C'est-à-dire que Mélenchon peut tantôt dire blanc et tantôt dire noir. Il a eu quelques moments mémorables, comme cette phrase terrible sur les travailleurs détachés qui font concurrence aux travailleurs français. Et puis après, il aurait dû dire le travail détaché. Oui, le travail, ça change tout. C'est absolument pas du tout la même chose que de dire le travail détaché, qui est un vrai problème, en effet, objectivement, et qui nuit pas simplement, c'est pas simplement une question d'étrangers, c'est une question de différence de droits et du coup de fausse concurrence dans des secteurs qui sont connus, l'abattage d'une part, le transport routier d'autre part, et l'agriculture de plus en plus aujourd'hui. Donc voilà, on sait ces choses-là, et c'est des questions dont l'Europe devrait s'emparer, mais pas justement en parlant de la concurrence entre travailleurs. Et le même Mélenchon pourra avoir un discours beaucoup plus ouvert et prônant une libre circulation ou l'arrêt du règlement Dublin ou des éléments comme ça qui paraissent beaucoup plus positifs et ouverts. Mais est-ce que ces contradictions internes à une certaine gauche n'ont pas toujours existé au fond? Évidemment, tout le monde repense à Georges Marchais en 1980. J'ai ressorti la citation, mais vous la connaissez sans doute, sur il faut stopper l'immigration officielle et clandestine.
car il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs. C'est ça. Bon, c'était il y a 28 ans. Alors, en tout cas, il y a un grand moment où on voit qu'il y a eu un raidissement de la gauche, qui en effet, c'est vrai, avec des pratiques humanistes, disons, et prônant en effet le droit de vivre en famille et des choses comme ça. Et ça a été très lié au problème de sécurité dans le monde, quoi, et à l'accent mis à partir voilà, les Twin Towers, etc., et la menace terroriste, la menace islamique. Et là, la gauche, manifestement, a considéré qu'il était d'une posture raisonnable et de partis susceptibles d'arriver au gouvernement que de montrer qu'eux aussi, ils allaient agir avec fermeté. Et puis le fameux diptyque humanité et fermeté a été emprunté aussi bien par les responsables de gauche que les responsables de droite, et les partis de gauche que les partis de droite. Et comment vous interprétez les hésitations ou les contradictions, que ce soit la France Insoumise ou parfois ailleurs aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit là de stratégie électorale? Comment vous lisez ça? Parce que ce qui me paraît assez patent sur les débats autour des migrations aujourd'hui, c'est qu'il y a une très grande difficulté à mesurer ce qu'on appelle l'opinion publique. On a l'impression que ça fait des mois et des mois et des mois que les responsables politiques, comme les médias d'ailleurs dans leur majorité, évoquent le consensus, évoquent une frilosité, une xénophobie qui serait générale et voilà, reprennent l'ancienne de « il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite », etc. Et puis, de temps en temps, on a l'impression qu'ils se demandent s'ils savent vraiment ce qu'il en est du terrain et de l'opinion publique réelle, profonde, etc. Et ce qui est frappant lorsqu'on agit sur le champ des migrations, c'est de noter le nombre d'acteurs de terrain qui agissent pas tout à fait dans le sens de ce consensus prôné, mis en avant. On le voit dans le film dont il était question juste avant. Les actes de solidarité sont vraiment très nombreux, mais comment compter ça? Comment savoir quelle part de la population est prête à cet accueil, puisque c'est le mot accueil qui est toujours servi, ce qui est d'ailleurs un autre problème, parce que est-ce que politique migratoire, ça doit s'entendre avec accueil étant sur le terrain beaucoup plus de l'humanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut accueillir des gens, et pas la question des droits, qui est une question plus politique, le droit à ce que des personnes viennent sur un territoire pour X ou Y raisons qui leur appartiennent. Donc on met en avant l'accueil, et par rapport à ça, il y a une part de la population, alors ça évoque les capacités d'accueil, mais localement, on se rend bien compte qu'il y a partout où quelques exilés plantent leur tente ou ouvrent un squat, il y a des personnes qui viennent apporter du café, puis des couvertures, puis se mettent à donner des cours de français et découvrent les problèmes juridiques qui se posent à ces exilés. Et certains se mettent à s'intéresser aux droits des étrangers, qui n'est pas la matière forcément la plus simple du monde. Donc c'est très spectaculaire de voir ça. Les États généraux des migrations, qui ont tenu leur plénière en mai dernier, ont tout à fait montré ça. C'est-à-dire qu'en quelques mois, quelques structures au départ ont réussi à mobiliser, à inciter 106 assemblées locales, c'est-à-dire des associations et petits collectifs informels qui se sont regroupés, département par département ou grande ville par grande ville, pour débattre, pour faire le point sur ce qu'ils avaient à dénoncer, pour poser ensemble des revendications. C'est pas du tout anodin, 106 assemblées. Pourquoi il y a si peu de, peut-être je caricature, sans doute même si peu de formations politiques à gauche qui s'adressent à ces gens-là, à cet électorat-là aussi? Et pour dire les choses autrement, pourquoi est-ce que sur le sujet des migrants, la gauche n'a peut-être pas eu le courage qu'elle a pu avoir par le passé sur d'autres sujets de société, CF, la peine de mort, le mariage pour tous, c'est exactement les comparaisons qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si on avait fait un référendum sur la peine de mort, évidemment qu'on n'aurait jamais aboli la peine de mort. On n'aurait jamais instauré le RMI. On n'aurait jamais instauré le mariage pour tous. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on a vraiment préféré la démagogie à la pédagogie. Et je crois qu'effectivement, il y a cette idée qui peu à peu se diffuse, qui est que, au fond, on a peur d'être en retard par rapport au peuple. La cause du peuple, disait Buisson, tournant une expression de gauche et d'extrême gauche. Et donc, c'est vrai que quand on écoute nos hommes politiques, nos partis, etc., c'est rarissime d'entendre quelqu'un qui prend la voix publiquement pour essayer de faire un peu de pédagogie sur le sujet. Et l'idée que la vox populi, c'est la démocratie, est une idée bien ancrée. Et moi, je
pense que, quand on regarde quand même un peu la philosophie politique, les principes absolument fondamentaux, la démocratie a besoin, c'est pas synonyme de démocratie, la Vox Populi. Il y a d'abord le temps des délibérations. Le temps de la délibération, ça revient aussi à s'informer, etc. Alors, quand on fait référence à l'opinion vis-à-vis de l'immigration, il y a toute une série d'enquêtes qui assez régulièrement montrent qu'une majorité de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers. Mais quand on regarde dans le détail, la nature de ces enquêtes, voilà, mais même, oui, mais attendez, j'y vais. Quand on regarde dans le détail de ces enquêtes, les opinions sont extrêmement clivées selon les appartenances politiques. On a du 85% côté de l'ex-Front National, on a plutôt du 30% à gauche, etc. Enfin, il y a un spectre très très large. Après, il y a tout le problème de en quel sens va la causalité. Est-ce que c'est en fonction de ma position vis-à-vis de l'immigration que je vais choisir mon affiliation politique, ou est-ce que c'est l'affiliation politique qui va en quelque sorte commander mes opinions vis-à-vis de l'immigration? C'est pas simple. Hein. Il y a une autre chose qui est très importante à noter, qui rejoint tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les zones les plus chargées en immigration qui sont les plus xénophobes. Alors bien sûr, comme vous dites, oui, alors bien sûr, au niveau international, on a l'exemple absolument extraordinaire. La preuve expérimentale, c'est l'Allemagne, où c'est la partie qui a le moins d'immigrés. Enfin, l'Allemagne de l'Est, c'est même pas 5% d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. Même pas 5% quand on additionne les deux générations. Alors qu'en Allemagne de l'Ouest, ex de l'Ouest, c'est 25%, ça peut monter jusqu'à 30% à Hambourg. Enfin, et la xénophobie, elle est née à l'Est et pas à l'Ouest. Et ce qu'a montré finalement la stratégie de dispersion des demandeurs d'asile ou des migrants en France dans des entités, dans des localités de petite taille, c'est qu'effectivement, dans des lieux où il n'y avait pas d'immigration, on n'avait jamais vu de migrants érythréens ou soudanais, etc., il y a des mouvements de solidarité qui sont créés. Et quand vous discutez avec certaines associations, comme par exemple la CIMAD, elles vous disent qu'avant la crise des migrants, elles avaient beaucoup de mal à faire vivre certains groupes départementaux, elles songeaient à fusionner, etc. Et la crise a déclenché un mouvement de solidarité, ils ont doublé leurs effectifs, ils ont même été débordés à un certain moment, parce que tout le problème, c'était de savoir comment former les nouveaux adhérents à l'accueil des migrants. Donc c'est vrai que ce genre ces évolutions, il faut aussi en parler. Alors, vous parliez à l'instant de l'Allemagne, et donc je pense évidemment à la nouvelle égérie de la gauche en Allemagne, Sarah Wagenknecht, qui se lance sur notamment la thématique de l'immigration, et en dénonçant le fait que le patronat, favorable à l'ouverture des frontières, se réjouit de l'arrivée des migrants, et que peut-être il faudrait se poser la question du poids que l'arrivée de ces migrants fait peser sur les conditions de travail des travailleurs déjà installés en Allemagne, sur le niveau des salaires, etc. Romaric Gaudin, dans Mediapart ce matin, donc, tu as publié un article qui fait le tour des enquêtes scientifiques disponibles à ce jour, qui ont tenté de répondre à cette question de l'existence ou non d'une corrélation entre l'arrivée de travailleurs migrants et les conditions de travail et le niveau des salaires. Est-ce que scientifiquement, cette question d'un dumping salarial lié à la présence de migrants est tranchée, oui ou non ? Alors, en fait, c'est quasiment impossible de répondre de façon globale à cette question-là. Et toutes les études, en fait, sont des études empiriques qui portent sur des situations locales très particulières. Et en fait, il n'y a pas de résultats, on dirait, qui peuvent modéliser un impact de l'arrivée d'une population. Enfin, voilà, on aurait un migrant, on aurait tel effet, X% sur le niveau des salaires dans le territoire. Tout simplement parce qu'en fait, ce qu'on appelle les marchés du travail ne sont pas réellement des marchés. En fait, ce sont des institutions qui sont régies par des droits, on en a parlé, mais aussi par des réglementations très importantes, plus ou moins importantes, mais en tout cas toujours voilà. Et puis il y a aussi des niveaux de compétences. Et les migrants peuvent arriver dans des pays où on manque de certaines compétences. Ils peuvent arriver dans des pays où il y a trop de ces compétences, des compétences qu'ils ont. À ce moment-là, évidemment, le jeu de l'offre et de la demande joue davantage que dans d'autres pays. Mais il n'y a pas de... Il y a des grands débats entre économistes sur le sujet, mais globalement, on n'arrive pas à définir une loi qui serait une loi d'airain et qui ferait que, effectivement, l'arrivée des migrants provoquerait une baisse systématique des salaires. Alors,
c'est un peu moins vrai pour vraiment les niveaux les moins formés, les moins compétents de la société, puisqu'évidemment, lorsqu'un migrant arrive sur le marché du travail, il a moins de compétences directement, ne serait-ce que la langue ou des choses comme ça, donc il va aller sur ce niveau, sur ce niveau-là. Mais on sait par ailleurs que, par exemple, lorsqu'on a des salaires minimums, évidemment, c'est normal, l'effet est compensé par ce matelas de sécurité. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque l'on dit on a plus de migrants, donc on a plus d'offres de travail, donc on a une baisse de la valeur du travail, la baisse du prix du travail, ça marche en fait dans un marché du travail idéal, qui théoriquement, enfin idéal entre guillemets, modèle idéal du marché du travail qui serait réglé uniquement par l'offre et la demande de travail. Et ça, évidemment, c'est théoriquement quelque chose que la gauche politique doit combattre. C'est la gauche historiquement, a plutôt tendance à considérer que justement le marché du travail n'est pas un marché en tant que tel, ou c'est un marché très particulier, ce n'est pas un marché de biens et de services. Donc la simple loi de l'offre et de la demande ne fonctionne pas de cette manière-là. Et on voit très bien que par exemple le salaire réel en France est plutôt en train de baisser, alors qu'il est en train de monter en Allemagne, et que les flux de migrants en France et en Allemagne ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on voit bien qu'il y a quand même... Il n'y a pas une corrélation directe qui pourrait dire... Est-ce que tu veux dire que la gauche se fourvoierait à s'interroger sur l'effet de l'arrivée de migrants et qu'elle fera mieux de s'interroger sur l'effet des dérégulations du marché du travail? En réalité, si elle s'interroge sur l'effet des migrants sur le marché du travail, c'est que peut-être la question, ce n'est pas tant la question de la migration en tant que telle, c'est plutôt la question de la réglementation du marché du travail. Et c'est évidemment, si on est... Et lorsque l'on dit le patronat est favorable à la migration, il est toujours favorable à la migration dans certaines limites, accompagnées d'une déréglementation du marché du travail, justement pour pouvoir peser sur les salaires. Mais la gauche politique, elle n'est pas obligée d'accepter cette déréglementation du marché du travail. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où on n'a pas la déréglementation du marché du travail, à partir du moment où on a des statuts qui garantissent et des formations, et un niveau de salaire minimum, et une protection salariale, etc., on a des effets qui sont complètement différents sur le marché du travail par rapport à un simple jeu de l'offre et de la demande. Ouais. Du coup, je me demande si, à partir de là, c'est pas le moment d'évoquer une hypothèse qui peut être faite à propos des raisons pour lesquelles la gauche a cette position. Et peut-être qu'on peut se dire que, étant donné qu'il y a eu un abandon d'une volonté politique de faire autre chose qu'accepter les lois du libre-échange, du libéralisme économique, etc. Du coup... dommage collatéral, on pourrait presque dire. D'une certaine manière, c'est ça, parce qu'à partir du moment où vous ne manifestez plus que vous avez une capacité de souveraineté, c'est-à-dire de prise à bras-le-corps des problèmes et de répondre à des angoisses qui sont depuis des décennies, le chômage en particulier, la perte de un certain nombre de services publics et questions de logement et 10 000 autres. À partir du moment où vous ne décidez plus de prendre à bras-le-corps ces questions-là, une solution est éventuellement de se dire utilisons le bouc émissaire. C'est quand même toujours très commode. Et les migrants sont parfaits pour cela. Je voulais quand même vous citer une phrase d'un cadre de la France insoumise. C'est Georges Kuzmanovic, qui dans l'Obs, il y a quelques jours, s'est exprimé pour dire qu'il fallait s'opposer, je cite, aux migrations débridées. Il a dit « Que faire des migrants économiques qui arrivent dans des zones où il n'y a pas de travail ?» Lui qui était candidat pour la France insoumise dans le Nord, dans le bassin minier, expliquait dans cette interview que c'est une terre d'immigration, des Polonais, des Italiens, des Marocains, qui ont été amenés là pour faire les boulots les plus durs. Ils ne peuvent pas, dit-il, accueillir d'autres migrants. Le taux de chômage est de 30%. Et de tirer cette conclusion, si une personne n'est pas éligible au droit d'asile, en clair s'il s'agit d'un migrant économique, il faut la renvoyer dans son pays et rapidement. Alors, il faut dire tout de suite que Jean-Luc Mélenchon a désavoué ses propos, qu'il a précisé à l'Obs que Kuzmanovic n'était pas son conseiller spécial. Mais enfin, on a quand même un cadre de la France insoumise qui tient ses propos, qui les assume. Est-ce que c'est inédit à gauche? On parlait tout à l'heure de Georges Marchais. Est-ce que c'est tout à fait banal, représentatif d'un courant à gauche? Comment le replacer historiquement? C'est un argumentaire qui existe depuis longtemps à gauche.
gauche et qui, en fonction des périodes, des crises, émergent régulièrement. À la fin des années 20, quand la crise, enfin après la crise de 29, de 30-31, cet argument a fortement ressurgi aussi. Et nous avons déjà à cette époque toute une série de professions qui se sont fermées au recrutement d'étrangers, qui le sont d'ailleurs toujours maintenant, pas mal de professions libérales par exemple. Donc il a vraiment... c'est pas étonnant que ce discours réémerge, y compris à gauche. Il est assez traditionnel. Simplement, je voudrais quand même revenir sur les études économiques, parce que tout dépend de quel impact on parle. Les études qui ont été faites de l'impact de l'immigration, c'est-à-dire... est-ce que quand il y a un flux de 10 000 personnes supplémentaires, ça a un impact sur les salaires? Ces études ont montré qu'il y avait des effets très très faibles, et en réalité quasiment pas d'effets. Et là vraiment, à part certaines situations aux États-Unis où il y a des marchés très dérégulés, mais en gros, il n'y a pas vraiment d'effet sur les salaires. Et quand vous regardez les secteurs où sont concentrés les travailleurs immigrés, c'est des chiffres importants. Dans le nettoyage, c'est 35% à peu près des ouvriers qui sont migrants. Peut-être le double si on inclut la deuxième génération, parce qu'il y a un fort héritage encore dans la transmission des métiers. Ensuite, vous avez la sécurité, vous avez la construction, etc. Donc il y a une hiérarchie des métiers très forte qui est quand même très liée au fait, c'est ce que vous suggériez, que les marchés du travail sont quand même relativement disjoints, fortement disjoints même, et ça reste. Donc si du jour au lendemain, les migrants disparaissaient, cessaient de travailler, on a fait des expériences un peu symboliques, mais enfin, des secteurs entiers cesseraient de fonctionner. Il faut quand même le rappeler, cette vérité importante. Et ça, quand même, la gauche le sait. C'est-à-dire que le fait que les migrants viennent occuper ce genre d'emploi a aussi contribué à faire en sorte, c'est difficile à mesurer, mais que le reste de la population a pu avoir davantage de mobilité sociale. Alors on l'oublie, évidemment, à l'époque où ils ne sont plus dans les mines, dans les industries métallurgiques, etc., où il y avait une espèce l'apport de l'immigration à la croissance économique, notamment dans les périodes de rattrapage d'après-guerre, était visible. Mais c'est toujours vrai maintenant. Il suffit de regarder la répartition des travailleurs étrangers selon les secteurs. Donc nous n'allons pas, si tout à coup les étrangers disparaissent de la construction des services à la personne, du soin des personnes, du nettoyage, etc., nous serions incapables de pourvoir tous ces emplois. C'est absolument clair. Maintenant, il y a un impact aussi... Alors, ce sera le mot de la fin, parce qu'on est arrivé au bout. Est-ce que, par exemple, ça a un effet sur le budget de la protection sociale? C'est un grand fantasme. Est-ce que ça a un impact sur, finalement, globalement, le taux de chômage? Il y a une étude vraiment très impressionnante qui a été publiée par Hippolyte d'Albis, D''Albis, avec son équipe, qui a été publiée au mois de juin dans une grande revue internationale. Vous pouvez en avoir une présentation très claire sur le site du CNRS et qui montre que lorsqu'il y a des afflux importants de migrants et ils distinguent selon qu'ils sont demandeurs d'asile ou de la migration plus ordinaire, eh bien, il y a plutôt une augmentation de la richesse nationale, il y a plutôt une augmentation du taux d'emploi, avec cette différence que dans le cas des demandeurs d'asile, l'effet est très retardé parce qu'on a empêché les demandeurs d'asile de travailler. Mais qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y a un décalage. L'afflux d'immigrants, au fond, le principal effet, c'est que ça dilate un peu l'économie. Ça accroît la taille de l'économie et ça, finalement, c'est quand même positif pour le marché de façon générale. D'accord, merci beaucoup à tous. On est obligé de s'arrêter là. On poursuivra le débat.